Roy Lewis, pourquoi j'ai mangé mon père. À présent, nous étions sûrs de nous en tirer. Oui, même si elle descendait encore plus au sud, cette grande calotte de glace, serait-ce jusqu'en Afrique. Et quand la bourrasque soufflait du nord, nous empilions tout ce que nous avions de broussailles et de troncs brisés, et flambe le bûcher. Il en ronflait et rugissait. La grande affaire, c'était de se fournir en combustible. Une bonne arête de silex vous taillera en travers une branche de cèdre de 4 pouces en moins de 10 minutes. Encore faut-il avoir la branche. Heureusement, les éléphants et les mammouths nous gardaient au chaud. C'était leur bienheureuse habitude d'éprouver la force de leur trompe et de leur défense à déraciner les arbres. Plus encore, le vieil Elephas antiquus, le modèle récent, parce qu'il trimait dur à évoluer, le pauvre, et rien ne soucie plus un animal en évolution que la façon dont ses dents progressent. Les mammouths, eux, en ces jours-là, se considéraient comme à peu près parfaits. S'ils arrachaient des arbres, c'était qu'ils étaient furieux ou voulaient épater les femelles. À la saison des amours, il suffisait de suivre les troupeaux pour se fournir en bois de chauffage. Mais, la saison passée, une pierre bien envoyée derrière le creux de l'oreille faisait souvent l'affaire, pour un bon mois. J'ai même vu ce truc-là réussir avec les grands mastodontes, mais après, c'était le diable de traîner chez soi un baobab. Oh, ça brûle bien, mais ça vous tient à distance de 30 mètres. L'excès en tout est un défaut. Dès que les glaces du Kilimandjaro et du Ruwenzori descendaient au-dessous du niveau des 3000, nous gardions en vie à demeure une bonne flambée. C'est qu'il faisait frisquet. Alors les étincelles volaient jusqu'aux étoiles par ces froides nuits d'hiver, le bois sec crépitait et le bois vert sifflait, et notre feu était un vrai fanal pour toute la vallée de la crevasse. Quand la terre en était à geler ou presque, ou bien quand une pluie frissonnante et sans fin faisait craquer dans la douleur nos articulations, c'était alors que nous voyions arriver l'oncle Vania. À la faveur d'une accalmie, dans la rumeur constante de la jungle, sa venue s'annonçait d'abord par un effervescent froufrou à la cime des arbres, ponctué de craquements sinistres, ceux des branches surchargées, accompagnés de jurons en sourdine, et parfois, quand l'oncle tombait pour de bon, d'une clameur rageuse affranchie de toute inhibition. Enfin, dans la lumière du feu, sa silhouette massive apparaissait en chaloupant sur les jambes trop courtes. Ses 2 longs bras frôlaient le sol, sa tête était enfoncée dans ses épaules épaisses et velues, ses yeux étaient injectés de sang, et il retroussait ses lèvres dans un effort constant pour bien dégager les canines. Quand j'étais petit garçon, son expression me terrifiait. En fait, elle ressemblait plutôt au sourire figé de l'homme qui s'ennuie à mort dans un pique-nique. Et plus tard, derrière ces manières excentriques, dont il était, au vrai, la première victime, je découvris un être plein de gentillesse, toujours prêt à récompenser d'une figue ou de fraise sauvage le gosse auquel il se flattait d'en avoir imposé avec son apparence féroce. Mais quel bavard, et quel disputailleur! À peine d'abord s'il nous saluait, hochait la tête pour Tantelore. Il étendait vers la flambée ses pauvres mains bleuies de froid, et sans attendre passait à l'attaque. C'était à paire qu'il s'en prenait, tête baissée, comme un rhinocéros dont son index accusateur aurait pu figurer la corne. Père le laissait charger, dans un torrent d'accusations pleines de rancune. Puis, quand l'oncle un peu apaisé avait mangé 2 ou 3 œufs d'apéronix et quelques caroubes, Père se lançait dans la bagarre. Il démolissait joyeusement les arguments de l'oncle Vania, ou au contraire le laissait bouche bée en reprenant allègrement à son compte quelques-unes de ses énormités. Au fond, j'en suis certain, ils étaient profondément attachés l'un à l'autre, même s'ils avaient passé toute leur vie en violente discorde. Comment eût-il pu en être autrement? Ils étaient tous les deux d'honnêtes pithécanthropes, aux principes inébranlables. Ils vivaient strictement en accord avec leurs croyances, mais ces principes s'opposaient, absolument, sur tous les points. Chacun suivait sa propre voie, persuadé que l'autre commettait une tragique erreur sur la direction que devait prendre, pour évoluer, l'espèce anthropoïde. Néanmoins, leur rapport personnel, s'il ne souffrait d'aucune entrave, n'en subissait non plus aucun dommage. Ils se disputaient, criaient, hurlaient, mais n'en venaient jamais aux mains. Et quoiqu'en général l'oncle Vania nous quittât fou de rage, il ne restait jamais longtemps sans revenir.